Bien, je vous propose de démarrer. Merci à toutes et tous de votre participation à ce webinaire qui se tient à quelques jours du Finance Climate Day de Paris, dont le thème sera cette année la finance durable et ses impacts, mais également à quelques jours de la COP26 qui démarrera début novembre à Glasgow et qui sonnera l'heure des bilans sur les engagements des accords de Paris. Alors pour commencer, nous allons nous présenter. Emmanuel, à toi l'honneur. Bonjour, enchantée, Emmanuel Clure. Donc, je suis Chief Transformation Director Sustainable Finance, c'est-à-dire que je suis rattachée aux équipes de la transformation financière au sein du groupe L'Oréal, dédié au sujet de la Sustainable Finance. Donc, Corinne Grignan-Olivier, Kerus Management, je suis directrice conseil intervenant sur les sujets de pilotage de la performance auprès des directions financières, donc les accompagnant sur leurs projets de transformation, sur l'organisation, sur les modèles, sur les outils et sur la gestion des compétences de ces équipes finances. Corinne Lequeniec, directrice Sustainable Solutions chez Cashuttle. Cashuttle est un éditeur de logiciels français qui est spécialisé dans la mesure et le pilotage de la performance financière et extra-financière des entreprises. Donc, on travaille sur la digitalisation des processus, RSE, HSE, ESG, à la fois pour garantir la conformité des entreprises et pour les accompagner dans la gestion de leurs risques, du pilotage de leur efficacité. Alors, juste quelques mots avant de démarrer. Le support de la présentation vous sera envoyé et ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay, pardon. À tout moment, vous pouvez poser vos questions via la petite partie questions à droite de l'écran et nous aurons un temps dédié en fin de session pour y répondre. Alors, pour démarrer, un petit point sur le contexte à la fois environnemental et réglementaire qui nous amène sur le chemin de cette finance durable. Alors, sans vouloir jouer les Cassandres, je vais juste rappeler quelques chiffres qui nous repositionnent face à l'urgence. Le premier que j'aime bien citer, c'est une date en fait, c'est celle du jour du dépassement, la date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète produit en un an et qui est revenue cette année au 29 juillet, alors qu'en 1990, c'était au 7 décembre. Notre consommation de ressources va donc encore largement en croissant, ce qui avait été légèrement atténué en 2020 avec la crise Covid. Sur le réchauffement climatique, l'atteinte des plus 1,5 degrés des accords de Paris s'éloigne de plus en plus en fait, ou plus exactement se rapproche, puisque selon le dernier rapport du GIEC au mois d'août, il est désormais envisagé non plus pour les années 2040, mais pour les années 2030, c'est-à-dire dès demain. Et les engagements effectivement déposés par les signataires de l'accord de Paris mènent à un réchauffement non plus de 1,5 degré, mais plutôt de 2,7 à 3 degrés d'ici 2100. Il y a donc urgence et impératif d'action. Et ces sujets sont bien sûr l'affaire de tous. Ils sont l'affaire des citoyens, des associations, des États et des entreprises. Et pour les entreprises, cet impératif d'action est désormais exigé par les clients eux-mêmes, tout autant par les investisseurs qui sont de plus en plus regardants sur l'intégration des critères ESG dans les stratégies d'entreprise et les modèles d'affaires. Et ça concerne tout autant les entreprises émergentes que les grands groupes historiques, à la fois pour les financements, pour les levées de fonds, pour la préparation d'une IPO. Ces critères ESG font désormais partie du package indispensable à préparer. Alors, venons-en au contexte réglementaire. De ce point de vue, on a largement dépassé le cap de l'encouragement institutionnel, avec une nette accélération ces dernières années. Sans revenir trop longtemps en arrière, je vous propose un petit bilan rapide sur les derniers textes et leur mise en application par les entreprises françaises. Alors, depuis 2017, la DPEF remplace le rapport RSE et l'exercice 2020 a donc constitué sa troisième mise en œuvre avec une maturité qui va croissante à la fois sur la présentation des stratégies RSE et des modèles d'affaires, mais aussi sur la publication des objectifs chiffrés, notamment autour de la réduction des gaz à effet de serre. Cette maturité se traduit également par une fiabilisation de la donnée, au cœur de tout sujet de pilotage,
puisque peu de réserves ont été exprimées par les organismes tiers indépendants sur les DPEF du SBF 120 pour cette 3e session. Alors, autre texte, 2019, la loi Pacte, qui introduit la raison d'être et les sociétés à mission, et donc la notion d'impact positif au cœur de la stratégie d'entreprise et de manière ancrée dans les statuts pour les plus avancés, avec la gouvernance et le pilotage associés. Donc, à fin 2020, quasiment la moitié du SBF 120 a formulé une raison d'être que l'on retrouve le plus souvent dans les DPEF. Et aujourd'hui, l'Observatoire des entreprises à mission recense 250 sociétés à mission, alors qu'elles n'étaient que 88 en fin d'année dernière. Donc, il y a eu une très forte accélération sur cette année des entreprises qui ont pris ce statut d'entreprise à mission. Si la majorité sont encore des PME, on compte des grands groupes comme Danone, comme La Poste, qui a pris ce statut en juin de cette année, ce qui a fait augmenter de 250 000 salariés le nombre de collaborateurs qui se trouvent dans des entreprises sociétés à mission. Et puis, il y a les historiques comme Camif, Maïf ou Yves Rocher. Autre texte de 2019, la loi énergie et climat, qui exige des entreprises de plus de 500 salariés d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et un plan d'action pour réduire ces émissions. Alors, est-ce l'effet de la loi, l'impact de la loi? En tout cas, les investissements pour limiter ces gaz à effet de serre ont pratiquement doublé entre 2017 et 2019, dépassant les 300 millions d'euros pour les entreprises françaises. Donc, on voit là qu'il y a des impacts forts en termes d'arbitrage économique sur ces nouveaux investissements à réaliser, pour lesquels l'enjeu n'est plus seulement un enjeu direct de performance, mais bien de la durabilité, l'intégration de cette durabilité dans la stratégie d'entreprise et dans les processus d'arbitrage financier. Voilà pour ce premier bilan. Examinons maintenant les prochains textes qui vont embarquer encore plus loin les directions financières. Alors, la célèbre taxonomie européenne, qui est au cœur de la stratégie de la finance durable de l'Union européenne, tout comme la SFDR, qui, elle, concerne les sociétés de gestion des portefeuilles. Ce plan d'action, il vise à réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, à intégrer systématiquement la durabilité dans la gestion des risques, à favoriser la transparence et une gestion long terme des activités sur ces activités économiques et financières. Tout ça en conformité, avec un objectif de conformité avec les accords de Paris, donc le plus 1,5 degré, et la neutralité carbone à horizon 2050. Et avec un deuxième objectif fort, qui est celui de la normalisation, c'est le cadre de la taxonomie, mais aussi à venir pour la CSRD. Alors, au cœur de cette stratégie européenne, 6 grands objectifs environnementaux ont été définis, dont les 2 premiers sont associés au réchauffement climatique et qui structurent les premières étapes de la mise en œuvre de la taxonomie. Il faut savoir que cette lutte contre le réchauffement climatique va représenter 30% du budget de l'Union européenne sur la période 2021-2027. Alors, cette taxonomie consiste en une classification des activités économiques au regard de leur contribution ou compatibilité avec ces objectifs environnementaux, et elle permet d'identifier des activités éligibles qui seront donc à considérer dans les KPIs verts. Ce sont les actes délégués qui permettent de déterminer ces critères d'éligibilité et donc la liste des activités éligibles, notamment à date. Cette éligibilité se mesure au regard des 2 premiers objectifs environnementaux, donc sur la partie climatique. Et c'est donc pour les entreprises un sujet financier, puisqu'il s'agit bien de publier des ratios financiers sur ces activités éligibles, chiffre d'affaires, OPEX, CAPEX, pour les activités éligibles et alignées, et CAPEX et OPEX pour les activités éligibles, mais pas encore alignées. Et ça, ce sera dès 2022, pour la DPEF portant sur l'exercice 2021, puisqu'elle devra présenter ses 3 KPIs et des éléments d'analyse donc sur les 2 premiers objectifs climatiques. Et à partir de 2023, sur les comptes 2022, il y aura donc un reporting complet sur ces 2 premiers objectifs et la présentation des KPIs verts pour les autres objectifs environnementaux, suivant la publication des différents actes délégués. Il y a donc un enjeu fort autour de ces premières publications pour les équipes finances, puisqu'on parle bien d'indicateurs financiers sur des activités durables. Et dans quelques instants, Emmanuel Clure nous partagera son expérience de ce sujet chez L'Oréal.
Juste avant, un dernier texte avec la CSRD. Donc, avec cette directive, on inscrit définitivement la notion de durabilité. On ne parle plus du non financier. Cette directive introduit la double matérialité qui va permettre d'analyser l'impact de l'entreprise sur la société et l'environnement et inversement, l'impact des risques CSR sur l'entreprise. Donc, il y a différents modèles qui sont actuellement développés autour de la comptabilité multicapitaux, le modèle LIFT, l'Audencia par exemple, le modèle CARE, pour gérer des données physiques en parallèle des données financières, voire gérer des conversions monétaires entre ces éléments physiques et leurs impacts et la partie financière. Donc tout ça dans un horizon un petit peu plus lointain, puisque la première application est prévue pour 2024 sur l'exercice 2023. En s'appuyant sur des standards de normes européens qui sont en cours de définition par l'EFRAG et dont les premiers éléments seront mis à disposition d'ici octobre 2022. Et c'est vraiment un des enjeux clés de cette CSRD, c'est l'introduction de cette standardisation qui permettra véritablement une comparaison des impacts et des performances entre les acteurs et notamment leur utilisation par les investisseurs. C'est finalement l'équivalent des IFRS pour les comptes consolidés. Il y a bien sûr un enjeu international autour de cette normalisation, avec une certaine longueur d'avance aujourd'hui de l'Europe sur ces sujets. Et la CSRD prévoit un élargissement du périmètre par rapport à la DPEF pour les entreprises françaises, puisqu'elle concerne toutes les sociétés cotées. Et pour les sociétés non cotées, le seuil est à 250 salariés maintenant, au lieu des 500 pour la DPEF. On évalue à un coefficient de 5 pour le nombre d'entreprises concernées par cette directive en Europe. Il y a donc un contexte réglementaire exigeant pour les entreprises à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face, mais au-delà de la contrainte réglementaire, c'est la prise en compte effective des enjeux CSR dans les stratégies d'entreprise et les business models qu'attendent désormais les clients, le marché et les investisseurs. Et par conséquence, les modèles de pilotage doivent être adaptés pour intégrer les critères de durabilité en complément des analyses financières classiques dans une vision globale de la mesure de performance. Les KPIs verts, les nouvelles formes de comptabilité vont donc enrichir le champ d'action de la fonction finance. La transformation à opérer est vaste puisqu'elle couvre la conception des nouveaux indicateurs, reporting et règles de gestion où tout est quasiment à écrire puisque la page est blanche dans l'attente des éléments de normalisation. Cela couvre également l'élargissement des critères décisionnels et des modes de gouvernance pour adosser la durabilité aux critères économiques, notamment dans les choix d'investissement. L'élargissement du champ des données collectées et la structuration des processus de contrôle et validation de ces données pour en assurer l'auditabilité. La structuration et le déploiement des nouveaux reporting au travers d'outils adaptés. Et enfin, la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour d'une vision commune d'un modèle de performance durable qui prenne en compte les impacts sociaux et environnementaux dans la valeur créée par l'entreprise. Tout ça, ce sont les sujets et les missions de la Sustainable Finance. Et je vous propose donc maintenant d'écouter le témoignage d'Emmanuel Clure sur le chemin de cette finance durable chez L'Oréal. Alors Emmanuel, pour commencer, la RSE chez L'Oréal, c'est une préoccupation de longue date et fortement intégrée à la culture du groupe. Quelles ont été les grandes étapes de cette imprégnation ? Oui, merci Corinne. Effectivement, c'est quelque chose qui est déjà intégré à la culture du groupe depuis très longtemps. On avait déjà démarré un programme qui s'appelait Sharing Beauty with All en 2013. Avec des belles réalisations, on a développé des outils d'éco-conception de nos produits qui nous permettent systématiquement d'améliorer le profil environnemental. On a baissé de 78% les émissions de carbone des usines et des distribution centers depuis 2005, malgré une hausse de la production de 40%. Le groupe est également raté AAA sur le CDP depuis 5 ans maintenant. Et l'année dernière, un nouveau programme a été lancé et communiqué, qui est le programme L'Oréal for the Future, et qui présente les ambitions du groupe en matière de sustainability à horizon 2025 et 2030. Merci. Et du coup, pourquoi la mise en place d'une fonction dédiée de Sustainable Finance et quel est ton rôle finalement en tant que Chief Transformation Director de cette Sustainable Finance ?
Alors, il y a une conviction qui est assez forte dans le groupe, qui est l'importance de rapprocher la performance économique et la performance en matière de sustainability. Donc, de démontrer effectivement la création de valeur au sens plus large que les indicateurs financiers d'un modèle d'entreprise et de notre business model au sens large. Donc, c'est vrai que le rôle du CFO s'oriente de plus en plus vers un rôle de Chief Value Officer, donc de CVO, orienté vers la création de valeur qui dépasse les indicateurs financiers et du coup la logique de piloter d'autres indicateurs que des indicateurs purement financiers, donc les indicateurs extra-financiers. Donc le groupe a nommé un Chief Sustainable Finance Officer il y a presque un an déjà. Et j'ai rejoint moi ce pôle côté transformation financière il y a 6 mois. Parce que le passage de CFO à CVO va largement capitaliser sur les compétences transformationnelles du CFO et donc sur la transformation financière du groupe. On a une transformation financière depuis assez longtemps déjà, quasiment 10 ans, qui s'est occupée majoritairement de la structuration des changements d'outils, des évolutions de compétences du CFO, du développement de l'agilité de la fonction, de l'optimisation de la data et de la gestion des processus. Et donc, c'était assez naturel d'avoir un pendant transformation finance sur les sujets de la sustainability. Voilà. Et donc, c'est là que j'interviens. Je vais prendre le relais pour une question plus personnelle, Emmanuel. Oui. Alors, après un parcours assez classique, comment est-ce qu'on en vient à s'occuper d'une fonction de Sustainable Finance? Bon, déjà, je pense qu'il y a un peu de conviction personnelle sur cette logique de passage du CFO au CVO avec la notion de value au sens plus large. La conviction que l'entreprise fait partie de la solution. Et puis, un parcours pour ma part à moitié classique, puisque j'ai fait effectivement beaucoup de contrôle de gestion et de direction financière. Mais je me suis occupée également pendant 3 ans du learning de la population financière du groupe, donc de développement de tous les contenus de formation à destination des financiers, notamment au moment de la forte montée des enjeux digitaux au sein du groupe L'Oréal, et donc une appétence assez historique sur les sujets de transformation du rôle au sein des organisations. Voilà. Et donc là encore, une nouvelle transformation du rôle du financier autour des sujets de la sustainability. Et alors, si on en vient au sujet réglementaire, avec en tout premier lieu la taxonomie européenne qui occupe les directions finances, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour L'Oréal? Comment est-ce que vous êtes préparé? Quelle démarche vous avez mise en place? Alors, ce que ça veut dire déjà, c'est on est en train de finaliser les premiers chiffrages. Comment on s'y est pris? Bon, on a monté je pense comme la plupart des entreprises, un groupe de travail qui est vraiment pour le coup pluridisciplinaire, avec les équipes de la corporate sustainability, la comptabilité, le controlling, un support externe qui nous a effectivement orienté vers le décryptage des textes, les évolutions, puisque c'est quelque chose qui a bougé et où les textes continuent à être ajustés. Une approche de transfert de compétences de cette mission externe en interne, donc effectivement dans ces équipes Sustainable Finance. Mais cette mission, ce premier axe réglementaire a quand même mis en évidence pour nous 2 éléments stratégiques au sein du rôle Sustainable Finance. Le premier, c'est le sujet de la data. Parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'il y a quand même un gros sujet de disponibilité de la donnée sur ces sujets d'extra-financiers. Et le deuxième sujet qui a été mis en avant au cours de ce travail sur la taxonomie, c'est la forte transversalité des sujets de la sustainable finance. Typiquement sur la partie éligibilité, c'est vrai qu'avec une définition des systèmes comptables et une implication
de notre consolidation groupe, on arrive à remonter un certain nombre d'éléments. Dès qu'on passe sur les sujets d'alignement, on en arrive à des compétences qui sont beaucoup plus techniques et qui ne sont pas celles d'un financier. Donc un axe de travail qui est effectivement très transversal dans l'organisation. Et alors du coup, en quoi ce contexte réglementaire, mais pas que réglementaire, vient transformer le rôle de la fonction finance et finalement étendre son périmètre sur de nouveaux territoires? Alors, c'est encore difficile pour nous de répondre à cette question puisqu'on est en train de structurer le rôle de cette fonction, de cette nouvelle fonction. Sur la partie corporate finance, donc financement, investissement, c'est un petit peu plus intuitif sur effectivement où investir, les placements verts, les sustainability linked loans. Pour nous, la transformation au sens plus large du rôle de CFO vers CVO va tourner autour de 4 axes, l'enjeu de transformation, et les territoires également. Le premier, c'est de confronter la population financière à de nouveaux interlocuteurs. Historiquement, il y a un travail effectivement de business partner fort du CFO, mais orienté vers des populations de general management, sales, marketing. Il y a un nouveau partenariat à créer avec des équipes sustainability. Chacun a son propre langage, chacun a ses enjeux et il faut comprendre les responsabilités de chacun et comment créer ce binôme au quotidien pour driver cette double performance extra-financière et performance financière. Le deuxième axe de transformation, pour moi, c'est l'horizon temporel des sujets de la sustainable finance, puisque dans un groupe comme L'Oréal, on a des process budgétaires qui sont articulés autour de visions annuelles, de visions plan à 3 ans, mais que les enjeux de la sustainability sont plutôt des enjeux sur 5 ans, 10 ans. En tout cas, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir cette vision-là. Et c'est un nouvel équilibrage à avoir dans les prises de décision. Le troisième volet pour moi transformationnel, c'est la compréhension des nouveaux indicateurs et du modèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut atteindre la double performance, comment on articule la performance économique avec la performance environnementale et sociale, quelles nouvelles métriques, quels sont les nouveaux KPI dans la prise de décision, comment la finance peut supporter ce sujet-là et l'intégrer aussi dans la planification budgétaire. Et le dernier enjeu transformationnel, c'est les systèmes de gestion et la donnée, puisque effectivement, on l'a vu au moment de la taxonomie, mais c'est valable aussi sur tous les éléments extra-financiers. Comment éviter du double reporting, des process intégrés et une data quality aussi exigeante que la data quality aujourd'hui des données financières. Alors, ça fait pas mal de sujets et de thématiques, en effet. Quel est ton premier bilan finalement sur cette mise en œuvre d'une finance durable? Quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer et quels sont les principaux challenges? Alors, ça fait 6 mois maintenant que je suis sur la partie transformation financière, Sustainable Finance. On a vu les grands enjeux juste précédemment. Globalement, je vois 5 gros challenges. Le premier, c'est le partenariat avec les équipes Sustainability. C'est vrai qu'il faut qu'on aligne les langages. Leurs sujets les sujets de la performance environnementale et sociale sont des sujets techniques sur lesquels le financier doit éviter de faire des raccourcis ou des contresens. Et donc, il y a vraiment ce partenariat à créer qui est un vrai challenge. Le deuxième challenge, c'est de démontrer, d'orchestrer la valeur de la finance sur ces sujets-là, dans une approche de création de valeur, de priorisation des investissements, des analyses de portefeuille sur des axes de sustainability. Donc, c'est vraiment rapprocher les indicateurs financiers des indicateurs extra-financiers. Le troisième challenge, c'est quand même un enjeu d'upskilling, puisque on a besoin de faire monter en compétences des CFO sur des sujets complexes et techniques.
Donc, il y a quand même une logique d'appropriation de ces sujets-là par le financier qui est un réel challenge dans les organisations pour moi. Le quatrième point, c'est la data et les systèmes. Donc ça, on en a déjà parlé juste avant. Comment aujourd'hui beaucoup d'indicateurs sont encore gérés avec des process qui leur sont propres, avec des données externes qui ne sont pas forcément automatisées. Et donc, il faut que là-dessus, on arrive à avoir quelque chose de plus structuré au sens financier du terme. Hein. C'est là que l'apport de la finance est important. Et d'avoir quelque chose de plus automatisé et d'améliorer encore la piste d'audit qui existe, mais qui n'est pas forcément toujours au standard d'un financier. Et le dernier sujet est un peu un sujet un tout petit peu différent, qui est moins transformation que classique, c'est que globalement, il y a un certain nombre aujourd'hui de dépenses, de nouveaux modèles de dépenses qu'il faut qu'on arrive à normer, à comprendre, et qui ne sont pas aujourd'hui forcément complètement normés par les normes comptables existantes, et sur lequel, effectivement, il y a un travail à faire de compréhension et un travail normatif à l'intérieur d'un groupe comme le nôtre. Voilà. Merci pour ces 5 points, mais concrètement, là, si on s'attache aux prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut engager? Alors, la première étape pour nous, c'est de commencer par bien articuler le rôle du financier sur ces sujets. Jusqu'où il doit aller, que toute l'organisation soit bien alignée, avant même de mettre en œuvre un certain nombre de sujets, même si on sait que de toute façon l'articulation finance extra-finance sera dans un mode de test and learn parce que c'est une nouvelle fonction qui n'existe pas forcément dans toutes les organisations et qu'on est en train de la structurer au sein du groupe dans une approche effectivement de test and learn. Les prochaines étapes tournent après au niveau des data et des process, où effectivement on a un gros enjeu de compréhension des flux de données sur ces sujets-là au sein de l'organisation et de travail sur comment les intégrer dans les process financiers et avoir un écosystème d'outils qui répondent aux différents enjeux qui vont être des enjeux effectivement de reporting, des enjeux réglementaires, mais potentiellement aussi des enjeux de gestion. Si demain on décide de piloter des indicateurs extra-financiers au même titre qu'on pilote une marge ou un résultat net. Voilà. Donc vraiment, les enjeux pour moi à court terme, c'est quel rôle, quelle data et quels outils en gardant en tête les différents enjeux autour de la structuration des outils. Beau programme. Donc, vraiment, encore merci Emmanuel pour ce témoignage, vraiment riche, concret, qui nous éclaire sur les enjeux et les défis au quotidien de la mise en place de la Sustainable Finance. Et on voit qu'il y en a même pour des groupes engagés et avancés comme L'Oréal. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est à un point de rupture. Les parties prenantes de l'entreprise sont vraiment toutes alignées pour que cette entreprise élargisse son rôle au-delà de la simple fonction financière, mais qu'elle prenne une dimension sociale, environnementale, sociétale. Dans les années 70, c'était la performance financière pour les actionnaires, le profit. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. L'entreprise doit mesurer son impact sur la planète, elle doit sur l'environnement, sur ses parties prenantes des clients, les salariés. On doit parler, ça dépend des entreprises, performance globale, performance intégrée ou encore performance plurielle. Mais avant d'en parler, la question est aussi de savoir comment on l'évalue et comment on la mesure. Et donc, une transition toute trouvée pour moi pour aborder la troisième partie de ce webinaire autour du rôle de la place des outils dans cette dynamique de rapprochement, de convergence entre la finance et l'extra-financier. Donc, quelle est la valeur ajoutée des outils? En quoi ils peuvent faciliter le rapprochement? Et surtout, pour reprendre les termes posés précédemment, comment ils vont contribuer à la création de ce véritable partenariat entre la finance et la RSE dans les entreprises?
Peut-être pour commencer, un bref rappel de ce qui caractérise aujourd'hui la mesure de la performance extra-financière. Donc, on va commencer par une photo de départ et je pense qu'elle sera utile parce qu'elle va peut-être nous permettre d'évaluer, de mesurer le chemin qui reste à faire pour viser cette ambition de convergence et de rapprochement de ces deux fonctions. Pendant longtemps, la finance et l'extra-finance ont été deux mondes qui ont évolué en parallèle, avec finalement peu de dialogue, peu d'échanges. Et donc aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'imaginer faire de ces deux métiers d'entreprise des business partners du jour au lendemain. Donc il faut qu'on inscrive cette démarche dans un temps. Il y a un certain nombre de freins à lever et il y aura de l'inertie dans les différents systèmes. Évidemment, en fonction des degrés d'avancement, de maturité des différents acteurs qu'on va rencontrer. Mais la priorité pour accélérer la convergence, c'est organiser le rapprochement, d'abord à travers une vision, un langage partagé, un cadre, des pratiques en commun et évidemment les outils, les environnements qui vont mettre en place ces outils vont avoir toute leur place à jouer dans cette dynamique. Comme d'ailleurs dans tout processus de transformation, il est toujours très utile de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de structurant comme un outil. Mais comme je disais, on va commencer par le début. Quelle spécificité pour la mesure de la performance durable? Donc en termes d'attente, il n'y a pas forcément de divergence. On a au niveau du reporting et de la mesure de la performance des attentes qui sont assez similaires en termes de finance et d'extra-finance. Bon, il faut collecter, agréger et assurer la data. Il faut analyser, restituer, partager la performance et pour à terme savoir piloter et transformer. Donc là, la logique est là. Par contre, dans les faits, la réalité est quand même assez différente. Sur la data, la donnée RSE, quand elle existe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est souvent de qualité et de nature assez hétérogène parce qu'elle provient de sources multiples, éparses dans l'entreprise. Donc, il faut aujourd'hui traiter non plus des données quantitatives, mais aussi des données qualitatives, du texte, de la multisélection. Ce sont des nouveaux outils qui peuvent traiter et gérer ces informations de la manière la plus optimisée possible. Ensuite, si on s'intéresse au processus, là, on a souvent affaire à des processus pas très structurés. Alors, évidemment, ça dépend toujours de la maturité de l'entreprise, mais d'une PME à un grand champion, il y a vraiment des écarts. Beaucoup de saisies, par exemple, sont encore manuelles, donc avec des risques d'erreur, des risques de défauts qui sont significatifs. On constate aussi que tous ces processus ne sont pas soumis à des workflows de validation. Et donc, pareil, on a des difficultés, on s'attend à des difficultés importantes à s'aligner sur les exigences de fiabilité, d'auditabilité qui vont être imposées par la CSRD. Et ensuite, sur les pratiques, là encore, un écart assez significatif avec les pratiques de la finance. Les pratiques sont beaucoup moins normées. C'est à l'entreprise, en fait, sur les côtés RSE, de choisir ou pas la norme, le standard dans lequel elle va faire paraître ces informations. Et donc là, on a tous en tête les référentiels, le GRI, les SASB pour les référentiels d'indicateurs, et puis ODD ou autre approche ISO quand on parle de référentiel de démarche. Donc c'est un petit peu le marché et chacun est libre d'intervenir comme bon lui semble. Donc on est encore globalement dans une démarche qui est assez artisanale, des entreprises qui communiquent sur des données qui sont pas toujours très fiables, pas toujours très comparables et même parfois pas toujours très pertinentes au regard de leurs enjeux et de celui de leur business model. Donc, on n'est pas compatible, aligné avec les futures exigences, que ce soit en termes de normalisation, en termes de réglementation, en termes d'attente, notamment côté investisseur ou encore client. Et autre point, on constate aussi finalement des processus qui sont assez peu outillés. Ce qu'on constate, c'est qu'une entreprise sur deux du SBF 120 utilise encore des fichiers Excel pour remonter la data RSE. Et donc, on est loin de tenir les exigences qui vont être attendues. Donc, effectivement, on ne prend pas un grand risque à s'avancer en disant que la convergence n'est pas forcément encore pour demain, même si on a des entreprises pionnières qui sont là pour défricher le terrain. Mais bon, l'objectif est ambitieux, mais il y a des moyens de progresser.
ils existent, ils sont là. Le renforcement des attentes en matière de reporting, les exigences des parties prenantes vont nous faciliter la tâche. Et donc là, le mouvement est enclenché. Et à ce niveau, comme disait Emmanuel, les équipes finance ont vraiment toute leur place pour animer, dérouler les processus, professionnaliser, industrialiser les approches. Il faut capitaliser sur leur savoir-faire dans ces domaines pour embarquer la RSE dans les processus de décision financiers et à terme stratégiques. Comme on disait, le principal défi, ça va résider dans la collaboration des équipes, finance et RSE, la capacité à créer une vraie relation de partenariat pour articuler au mieux sustainability et finance dans l'entreprise. Donc, il y a des leviers, ça va tourner autour de l'intégration et l'alignement des pratiques, qui me semble essentiel. Donc, à la fois en termes de déploiement de stratégie, à la fois en mise en place de process structurés, de cadres standardisés. Le niveau d'exigence attendu en termes de fiabilité va aussi participer à l'alignement des pratiques. Et il y a aussi un vrai levier d'accélération qui va être le déploiement d'outils d'environnement data adaptés et performants. Bon, sur la question du langage commun, on en a déjà parlé, mais les travaux de standardisation sont initiés. Les FRAG devraient bientôt nous mettre à disposition des éléments pour ramener tout le monde à parler le même langage, structurer un petit peu les approches et donner des éléments de comparabilité aux tiers externes pour l'aide à la décision. Et levier sur lequel je vais passer un peu plus de temps, le déploiement des processus et surtout les outils qui soutiennent ces processus qui vont être véritablement des atouts et des accélérateurs de ce rapprochement. Donc, un dernier volet sur les bénéfices de la digitalisation. Donc, quand je résume, si on prend un peu de recul par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a des nombreux défis dans cet exercice de rapprochement finance et extra-finance. Donc, on a dit le premier, c'est celui de la data. Disponibilité, sourcing, typologie, fiabilité. On en a un deuxième qui est autour du grand écart qu'on peut constater au niveau de la structuration, de l'harmonisation des pratiques qui sont très éloignées. On a aussi la mise en place d'un langage, d'un cadre commun, de pratiques communes, voire pourquoi pas une culture commune autour de la performance intégrée. On a un sujet autour de la montée en compétences sur des sujets qui sont éminemment techniques, pointus, et d'un côté comme de l'autre. La RSE doit comprendre la finance et la finance doit aller aussi s'intéresser à l'ensemble des domaines de la RSE. La tâche est un peu plus large. Il y a aussi un sujet de réconciliation des horizons de temps. La finance a souvent un objectif qu'on pourrait qualifier de court terme, alors que la RSE, c'est l'intégration sur le long terme. Donc, on a un sujet, comment articuler les préoccupations fin d'année de la finance et puis la perspective moyen-long terme de l'engagement climat. Voilà, c'est un sujet. On a aussi une autre problématique qui est assez peu connue, je pense, du monde financier, c'est le caractère mouvant, peu stabilisé de l'environnement RSE. Là, effectivement, on est dans une phase de transformation. Les réglementations changent. Tous les 2-3 ans, il y a des évolutions. Les normes vont être mises en place. Les process internes des entreprises s'améliorent aussi. Donc, en fait, on n'est pas sur des modèles qui sont figés. Et donc, il faut s'imaginer devoir régulièrement et encore pendant pas mal de temps s'adapter. Et enfin, un autre sujet, mais je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, c'est la problématique de la monétisation des impacts ou comment rendre la RSE plus tangible pour les financiers. Donc, vaste sujet aussi et que certaines entreprises ont commencé à aborder. Tous ces défis ne vont pas pouvoir être relevés par l'automatisation et la digitalisation, mais en fait, les outils vont rester quand même les meilleurs compagnons pour accompagner et accélérer cette transformation. Et d'ailleurs, Emmanuel le disait tout à l'heure, une de ses priorités d'action, c'est la réflexion autour de l'outil et de l'environnement data qu'elle a à mettre en place. Et donc, l'outil, lui, va constituer l'ossature, le squelette qui va porter les leviers du rapprochement. Et donc, voilà, le premier point, sa simplicité, son ergonomie vont être essentiels pour faciliter l'utilisation et embarquer les utilisateurs, qu'ils soient RSE ou financiers. Alors, sur ce slide,
j'ai résumé les principales attentes qu'on a en termes d'outils RSE pour répondre aux défis de la mesure de la performance extra-financière. Donc, on voit il y a 9 blocs. L'idée, c'est effectivement de reprendre les différents défis qu'on a identifiés et de voir comment chacune de ces fonctionnalités va permettre d'accélérer le mouvement. Donc, si on voit la mise en place d'un langage commun, de toute façon, c'est le propre d'un outil de faire partager un langage, un cadre et des pratiques communes. Travailler ensemble sur un outil commun, ce sera sans doute la meilleure des approches pour les deux métiers, pour s'approprier réciproquement leurs pratiques et créer une culture commune. Ensuite, il y a la problématique de la data. On a besoin d'un outil qui est interopérable, c'est-à-dire qui va avoir une capacité à se plugger sur tous les systèmes IT environnants, avec une flexibilité, une agilité qui est susceptible effectivement de répondre aux questions de l'évolution dans le temps de l'environnement des data et des processus. Ensuite, il y a la question de la structuration, de l'harmonisation des pratiques. Donc, on a vu que la mise en place des travaux, notamment des FRAG, allait permettre de faire rentrer tout le monde dans une approche qui est assez structurée. Ce qu'il faut se dire quand même, ça mettra un certain temps. Et pour les outils, notamment qui traitent de la RSE, il y a quand même la possibilité d'avoir par défaut l'inscription et la présentation des résultats de base dans les formats de référentiel par défaut. Donc, ça permettra le temps de la transition à des gens qui ne sont pas forcément experts de ces sujets, des ODD, des GRI, de publier les informations dans les formats souhaités. Réconciliation des horizons de temps. Comme on disait, plutôt court terme pour la finance, moyen long terme pour la RSE. Là, l'outil, il va être là pour reporter la performance passée, mais aussi il y a une exigence maintenant d'intégration des attentes RSE et donc d'intégration du temps long. L'inscription du suivi des KPI, de la performance dans une trajectoire pluriannuelle. Et ça, c'est clairement affiché dans la CSRD. C'est aussi des objectifs qui sont attendus autour de la problématique climat par les recommandations de la TCFD. Donc, un outil qui regarde le passé, qui rend compte de la performance passée, mais qui aussi sait projeter, sait simuler. Et donc, cette articulation devrait aussi permettre, cet outil permet de favoriser cette articulation sur les problématiques d'horizon de temps. Et enfin, bon, c'est ce que je disais, l'environnement, il est mouvement. Donc, on a besoin d'outils qui soient agiles sur le traitement de la donnée, mais agiles aussi, évolutifs sur le périmètre sur lequel il va finalement évoluer au fur et à mesure de l'intégration de la performance au niveau de l'entreprise. Donc, si je dois résumer, l'outil, son environnement, son écosystème doit permettre d'aller plus vite, plus loin dans le rapprochement des fonctions. Et ce sera la première étape à la création d'un véritable business partnership porté par la finance. On voit bien que son choix, enfin le choix de son outil, de son écosystème va être vraiment structurant, déterminant pour l'intégration optimale de la RSE dans les processus stratégiques de l'entreprise. Et donc, chez nous, chez Cachetel, avec notre expertise à la fois de l'extra-financier et de la finance, on travaille à proposer des solutions qui permettent de répondre au mieux à ces enjeux de transformation, des applications qui, d'un côté, allient la robustesse, la fiabilité de l'outil financier, à quelque part l'agilité, la souplesse nécessaire au reporting et au pilotage de la performance durable. Voilà, Merci Corinne. Peut-être une petite conclusion avant de passer aux questions. On voit au travers à la fois du contexte et du vécu qu'on vient de partager avec Emmanuel, l'urgence finalement pour chaque organisation enclencher cette transformation de la fonction finance et avec une mobilisation et un pilotage totalement transverse à l'organisation. Donc, il s'agit véritablement d'un projet qui va mener pour les entreprises, qui couvre différents aspects. Ça couvre par la stratégie, bien sûr,
alignée sur la stratégie RSE de l'entreprise. Ça couvre les modèles, ça couvre les outils, comme on vient de le voir avec Corinne, et toute la conduite du changement associée. Donc, ces sujets sont amenés voilà, au travers d'un projet et puis les étapes classiques d'un projet, le cadrage pour identifier et qualifier les enjeux pour l'organisation, la phase de structuration qui consiste en la conception du modèle, la définition de la trajectoire de concrétisation et bien sûr le choix de solution qui portera le dispositif. Et puis ensuite, le déploiement pour assurer une mise en œuvre progressive de ce modèle et des outils de manière transverse dans l'organisation. Et puis l'animation, le fait de savoir faire vivre, évoluer ce modèle, de rester en veille bien sûr, d'être dans une logique d'amélioration continue et de porter aussi une gestion des compétences qui permettent aux équipes d'intégrer ces nouveaux éléments autour de la durabilité en complément d'une vision purement financière de la performance. Voilà ce sur quoi on voulait partager avec vous autour de cette Sustainable Finance. Il y a une première question autour finalement de la durée de déploiement d'un outil. Et n'hésitez pas à compléter vos questions. Ça sera un plaisir complètement. Peut-être des premiers éléments de réponse sur la durée de déploiement. Alors évidemment, ça va dépendre de la taille de l'entreprise sur laquelle on travaille. On peut se dire que ça peut aller relativement vite quand on est sur une ETI ou une PME, de l'ordre de, je dirais, une quinzaine, une vingtaine de jours. Et puis, sur des projets un peu plus ambitieux, là, il va falloir peut-être doubler, voire tripler. Hein. Ça va dépendre effectivement de l'ambition qui est associée au projet. Mais nous proposons par exemple des solutions standards qui sont relativement très simples à mettre en place. Alors, une question autour des différentes normes à la fois européennes et américaines. Donc, ce sujet, de toute façon, de la normalisation et de la définition des standards passe toujours par des phases qui, effectivement, n'apportent pas de la lisibilité aux entreprises. On ne sait plus à quel référentiel se vouer. Aujourd'hui, pour la taxonomie comme pour la CSRD, a priori, ce seront les jeux de normes qui seront définis par l'EFRAG, qui seront applicables. Mais voilà, il y a effectivement des discussions en cours au niveau des différentes instances pour déterminer les normes qui seront définitivement applicables sur ces sujets et sur les publications à venir pour les entreprises. Alors, une autre question autour du témoignage qui est effectivement le témoignage de L'Oréal avec un grand groupe structuré qui a pu effectivement déployer, mettre en place toute cette logique de structuration autour de la Sustainable Finance. Pour les ETI, pour les groupes de plus petite taille, comment aborder ce sujet? L'idée, c'est de ne pas vouloir faire le grand soir. Hein. Comme on l'a vu, il y a des phases préalables de cadrage et de structuration. Donc, il va falloir bien identifier les thématiques prioritaires d'action
ça se détermine au regard de la matrice de matérialité, au regard des enjeux et des impacts sociaux, sociétaux, environnementaux de l'entreprise. Ensuite, bien évidemment, il faut commencer par dédier des ressources au sujet. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets à traiter, à appréhender et de manière transverse dans l'organisation. Donc, ça, c'est aussi le retour d'expérience d'Emmanuel chez L'Oréal, mais ça vaut pour toutes les entreprises. Il y a vraiment cette dimension transverse du projet, comme pour tout projet décisionnel d'ailleurs, et qui doit donc être aussi accompagné avec une dimension forte de conduite du changement. Ça commence par des actions de sensibilisation, mais ensuite, c'est vraiment, il y a cette mécanique d'appropriation du modèle, des enjeux et de ce que ça représente pour les entreprises. Et puis ensuite, il y a toute la partie, après la modélisation, il y a la dimension effectivement de collecte de la donnée, de mise en place des processus de collecte sur des périmètres définis, et puis une trajectoire progressive de mise en œuvre et d'extension de ces périmètres. Donc, c'est vraiment finalement les grandes étapes qu'on a vues de structuration d'un projet qui doivent être définies avec une ambition mesurée et une trajectoire, une progressivité en fait dans la mise en œuvre des différentes étapes. Alors, une autre question sur la préparation à la CSRD. Est-ce que ça a du sens de se préparer tant que les normes ne sont pas publiées? Ce qu'il faut, effectivement, c'est toujours un peu compliqué on n'a pas la boule de cristal, donc on ne sait pas trop ce que vont donner ces normes. Ce qui est important, c'est de finalement se préparer au sens prévoir l'organisation, prévoir la capacité à mettre en musique finalement ces nouvelles normes. Et puis, à minima, évidemment, c'est mettre en place une veille réglementaire qui permette de capter au plus tôt l'information et ensuite se donner les moyens, le temps et les ressources pour analyser les conditions d'applicabilité finalement et de faisabilité et ce que ça suppose de mettre en place au sein des entreprises. Mais je vais rebondir, si je peux me permettre. Je pense que le sujet de la CSRD ne se limite pas aux questions d'indicateurs et de normalisation. Il y a aussi ces attentes en termes de projection, de pilotage. Inscrire une entreprise sur une trajectoire, on peut y réfléchir en anticipation d'un standard de normalisation. Il y a d'autres sujets à mettre en place et à réfléchir. Et donc, moi, j'invite toutes les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, à se positionner dans cet objectif qui va bien plus loin que le choix d'un indicateur et la façon de les présenter vis-à-vis des parties prenantes. Une question sur le rôle des banques. Comment peuvent-elles accompagner les entreprises dans cette transformation? Comme on le disait tout à l'heure, en fait, il y a vraiment un regard de plus en plus pressant des investisseurs autour de ces sujets. Et donc, les banques elles-mêmes, en fait, vont pousser les entreprises à aller de plus en plus dans ces engagements et dans des investissements qui soient durables. Et il y aura par exemple un certain nombre de financements qui seront désormais adossés à un certain nombre de critères ESG. Donc, la banque va être à la fois un soutien, on va dire, mais aussi finalement une sorte d'aiguillon pour que les entreprises mettent en place la stratégie et sa déclinaison en actions concrètes sur son modèle économique. Alors, une question pour Emmanuel peut-être sur les modèles de dépenses à normer. Je pense qu'on avait partagé, Emmanuel, par exemple, sur ce que ça pouvait être autour des sujets, par exemple, d'utilisation des PLV, par exemple, chez L'Oréal. Voilà, ça fait partie des sujets à monitorer dans le cadre de ce pilotage et de cette finance durable.
Oui, tout à fait, Corinne. Après, il y avait d'autres choses qui étaient. Enfin, on a un sujet sur ces sujets, c'est-à-dire sur toutes les natures de dépenses courantes de l'entreprise, il y a des règles de gestion qui vont être à définir pour identifier si elles rentrent dans le périmètre de la durabilité ou pas. Et la façon dont on va les traiter ou retraiter dans les PNL pour les faire apparaître finalement dans ces périmètres de charges qui peuvent constituer le PNL durable. Donc, il y a vraiment un travail d'analyse à faire sur les différents postes de charge, en cohérence avec les modèles économiques, sur finalement leur durabilité et du coup redéfinir les règles de gestion associées, la façon dont on les catégorise. Finalement, on peut arriver à définir des nouveaux formats de PNL. Voilà, et les règles de gestion associées sont donc à définir pour structurer ces nouveaux formats. Alors, une question autour du Chief Value Officer et de la communication. Est-ce que ce Chief Value Officer n'est pas le roi de la communication green? C'est vraiment les sujets, on va dire, un peu tendance. Enfin, il y a cette notion au greenwashing qui fait beaucoup parler. Toutes les entreprises sont plus vertes les unes que les autres. On voit sur les réseaux sociaux professionnels de plus en plus de communication autour de ce sujet de la durabilité. Le Chief Value Officer, c'est vraiment une émanation du CFO dans cette vision globale de la mesure de performance et de la valeur de l'entreprise qui prend en compte ces sujets de durabilité. Donc, en fait, ce sujet de la communication porté par un CVO, beaucoup d'entreprises ont commencé à mettre en place une communication autour de la durabilité qui n'était pas portée par un CVO, mais qui était portée soit par la DRH, soit par la direction de la RSE. Et c'est vraiment pas le sens de la transformation du métier de CFO vers le métier de Chief Value Officer que de porter cette communication. Bien sûr, c'est une des dimensions du sujet, parce que l'entreprise qui met en place les actions, la mesure de performance sur ces sujets de durabilité, elle a aussi évidemment un enjeu à communiquer sur ces aspects, comme on l'a dit, à la fois vis-à-vis du marché, vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis des investisseurs. Donc la communication est une des dimensions de la fonction, mais évidemment, ça va bien au-delà de cette seule dimension de communication. Alors, il est pratiquement, enfin, il est midi même quasiment. Je vais prendre une dernière question autour de la gouvernance et son positionnement dans l'organisation. Clairement, ce sujet de la RSE, de la sustainability, c'est un sujet qui doit être porté au plus haut dans l'organisation. Donc, la gouvernance, elle va forcément embarquer les plus hautes strates, en fait, donc le COMEX, parce que, encore une fois, tout ça n'a de sens que si ça répond à une stratégie d'entreprise. Et donc, qui dit stratégie, dit forcément un positionnement au plus haut niveau dans l'entreprise. Et du coup, c'est vraiment le COMEX qui doit être mobilisé sur ces sujets. Donc, même si ça rentre dans le périmètre de la fonction finance, on l'a vu, mais pas que, comme Emmanuel le disait, on est vraiment sur un sujet transverse qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs. Et donc, ce sont vraiment des décisions et des sujets qui vont être portés au niveau des comités de direction, parce que quand il y a une transformation des modèles économiques à mener, ça ne peut pas se faire comme ça uniquement au niveau d'une seule direction. C'est vraiment
stratégie d'entreprise. Et la fonction finance est là pour traduire dans une dans une évolution de sa mesure de performance ces nouvelles stratégies d'entreprise en prenant en compte les impacts à la fois donc, sur l'environnement et sur la société. Bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions nombreuses. Comme on l'a dit, ce webinaire a été enregistré, donc un replay sera mis à disposition et nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre aux questions complémentaires que vous pourriez avoir et puis pour approfondir avec vous ces sujets autour de la transformation finance, du choix de solutions, du déploiement d'outils pour vous accompagner dans vos démarches autour de la finance durable. Merci à toutes et tous et bonne journée.